lorsqu'un avocat du social est rentré de vacances, il nous a expliqué qu'il y avait un changement, alors vous êtes avocat donc vous allez mieux connaître ça que moi, mais qu'ils avaient un changement dans la gestion de leurs appels et qu'ils avaient des dates à respecter, alors qu'ils n'avaient pas forcément ces dates à respecter au préalable, avant. Ça veut dire qu'on a énormément de contentieux dans notre procédure, et du coup ils géraient ça à travers Outlook, et ils avaient peur de rater des audiences ou de rater des échéances qui auraient annulé la procédure. Ils nous ont dit comment on peut essayer d'automatiser toute notre procédure. Donc c'était à la base pour les avocats du social, comment on peut automatiser toute la procédure pour que lorsque une échéance est arrivée, automatiquement on ait la date pour l'échéance suivante et qu'on soit alerté des éléments que l'on doit réaliser. Donc ça ne gérait pas simplement les rendez-vous dans les tribunaux. Donc ça c'était le premier point. Sur le département social. Quand on a commencé à travailler sur ce projet, donc on les a rencontrés, on a effectivement vu que dans leur Outlook, ils avaient leur rendez-vous client, mais il y avait énormément de rendez-vous qui n'étaient pas liés pas des rendez-vous physiques. Donc ça polluait complètement leur Outlook. Et alors, ici c'est bon, c'est comme un bureau de Lyon, mais on n'arrivait pas à gérer nous au travers notre ERP. Donc on a Elite qui gère toute notre facturation et toute la gestion du cabinet. On n'arrivait pas à adresser ce sujet-là. Donc on s'est dit comment on va travailler, comment on va mettre en place ce type d'outils. On a fait un groupe de travail, on a également rencontré des fiscalistes, on appelle un certain nombre de fiscalistes au cabinet, et il se trouve qu'ils avaient été également intéressés par ce type d'outils, non pas forcément pour le respect de dates, mais dans certains cas, ils ont également des échéances à respecter. Et l'avocat nous dit aujourd'hui, moi je suis en charge du dossier, et si je suis absent, je suis malade, potentiellement personne ne sait que je travaille sur ce dossier-là. Donc comment je peux donner à mon assistante un report ou un dashboard pour qu'en début de semaine, elle ait la liste de tous les dossiers en cours et de toutes les actions sur lesquelles on doit délivrer ou sur lesquelles un avocat doit travailler. Si l'avocat est absent, le dossier sera traité par une autre personne. Donc de là est partie la réflexion sur comment on allait mettre ça en place. Donc on a fait un petit benchmark du marché pour voir quelle société peut nous accompagner. On a vu qu'il n'y avait pas d'outils. On n'a pas trouvé nous d'outils qui permettaient d'adresser ce besoin. Donc on s'est rapproché de Diapaz pour customiser leur outil, je crois que c'est votre ERP. C'est notre ERP. Donc leur ERP, donc nous on n'avait pas besoin de leur ERP, donc on a retiré tout ce qui ne nous avait pas et on est resté sur vraiment un module agenda des procédures. Donc à la base c'était agenda social, agenda des procédures, parce que l'ensemble de nos services, que ce soit le judiciaire aujourd'hui, que ce soit les fiscalistes, le social ou tout ce qui est corporate, tout ça, sont aujourd'hui intéressés pour pouvoir gérer leur projet. C'est à la fois une gestion de tout ce qui respecte des délais. Et on a vu une évolution aujourd'hui des demandes. Certains avocats veulent gérer les dossiers comme des projets. C'est-à-dire qu'ils s'engagent sur une durée avec leurs clients, gérer certaines deals sur une certaine durée avec un suivi financier précis. Et ils ont besoin de savoir que les tâches soient réalisées sur certaines périodes. Voilà, donc, cet outil va être également utilisé par des avocats pour ce type de besoin. Je gère et je respecte mes délais, mais je gère également aussi des affaires comme des projets. Donc comment on a travaillé sur ce projet? Ce qui est difficile quand on fait des projets, c'est toujours d'arriver à embarquer les avocats qui ne disent pas c'est encore un nouveau projet, c'est encore des dépenses complémentaires, ça ne nous sert à rien, j'ai mon Outlook, ça suffit. Donc on essaye aujourd'hui que tous nos projets travaillent en méthode agile. Ce qu'on appelle méthode agile, qui me dirait avec ces termes, c'est j'intègre l'utilisateur dans la réflexion et je ne fais pas une définition de mon besoin précis, et puis après il ne se passe plus rien, je développe, et après l'avocat récupère le projet, il teste. J'exprime mon besoin et tout au long du projet, l'avocat est intégré dans le projet pour tester directement la solution et pour faire évoluer la solution avec nous. Donc on est vraiment sur du collaboratif entre l'avocat qui définit son besoin et pas l'informatique qui définit son produit. Donc ça c'est ce qu'on a essayé de faire. Nos ambassadeurs évidemment, donc c'était nos associés du social, et là on a insisté pour avoir vraiment un groupe d'avocats investis. Les difficultés qu'on rencontre, c'est toujours pareil, c'est ce temps que vous avez toujours des besoins en tant qu'avocat et on essaye d'y répondre en informatique. Par contre, une fois qu'on a besoin de vous solliciter pour faire des tests, vous êtes en général pris, les avocats sont en général pris par leur production et leur dossier, c'est normal, pour facturer pour répondre aux besoins du client. Donc on a vraiment insisté sur cette partie-là. Ok pour lancer ce projet,
On travaille avec un groupe d'avocats, donc on avait pris quelques associations sociales et quelques associations fiscales. Par contre, ça va vous prendre du temps, vous allez devoir vous investir. Et le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est plutôt positif parce qu'ils sont extrêmement investis. Alors certes, il y avait un besoin et l'outil était assez convivial pour que ça les permette de rester avec nous sur tout le projet, mais je crois que c'est un des succès des projets aujourd'hui, hein. C'est-à-dire ce type d'outil qui n'existe pas, le construire et le co-construire avec un éditeur. Si c'est uniquement l'informatique et l'éditeur, on est à peu près sûr que ça ne marchera pas à la fin, parce que ça ne va pas répondre aux besoins de l'avocat. Si c'est le co-construire avec l'avocat, l'éditeur et la DSI qui structure le projet, on a des chances que à la fin ce soit effectivement plus adopté. Donc je vous ai parlé, on a parlé de la méthode Agile et Scrum, donc c'est des termes plutôt informatiques, mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous lisez la presse, on voit de plus en plus de cette partie-là. Méthode Agile, ça ne veut pas dire rapide. Cabinet, notre direction marketing, vous allez aller plus vite à la DSI, délivrer un agile, non, ça veut dire qu'on intègre vraiment l'utilisateur dans l'intégration des projets. Donc les outils, effectivement, c'est basé, et ça a été, je crois que ça a été vraiment facilité par l'ouverture de... Bon, évidemment, je ne vais pas critiquer la manière dont on travaille Diapaz, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire, mais c'est surtout la souplesse, et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est-à-dire une souplesse avec nos éditeurs. Encore une fois, on ne veut pas partir sur un produit spécifique. Si on fait développer un produit spécifique, on aurait pu réfléchir et travailler avec une SS2 qui aurait développé un produit spécifique. La difficulté, c'est comment je le maintiens dans la durée, combien ça va me coûter et quelle difficulté en maintenance. Donc on préfère aujourd'hui travailler avec des outils standards. Un outil standard, on sait qu'on achète un outil ou on use dans notre SaaS. On sait que derrière, il y a un engagement de l'éditeur pour faire évoluer l'outil en fonction des évolutions réglementaires, en fonction des évolutions fonctionnelles. Donc Diapaz n'avait pas d'outil. Cyril, à l'époque, Diapaz n'avait pas d'outils. En revanche, ils ont compris le besoin et ils ont dit mais on est en mesure de faire évoluer notre outil, l'outil de RP, pour répondre et adresser votre besoin. Donc il y a eu quand même beaucoup d'échanges parce que l'outil a été quand même bien transformé, la solution a été bien transformée, mais aujourd'hui on a une vraie solution avec un support qui est efficace, ça c'est extrêmement important pour nous, c'est vraiment, on s'inscrit dans la durée, pas simplement un outil qui va mourir au bout de 2 ans. Donc je crois que c'était la clé de succès. Comment j'arrive à avoir un outil pérenne, customisé et donc co-construit avec l'équipe de Diapaz. C'est un point important. Et puis les points de vigilance, je vous l'ai dit, hein, encore une fois, c'est l'investissement des avocats pour définir le besoin et nous aider à bien définir les règles. Je crois que une démonstration plusieurs outils. Hein. Encore une fois, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit simple. Si on demande à un avocat d'aller créer une procédure, et c'est l'objectif, c'est que l'avocat soit en mesure d'aller créer sa procédure jusqu'aux conclusions, en intégrant les dates, s'il faut commencer à programmer, il y a beaucoup de chances que ça marche. Donc là, l'idée étant d'être sur, je crée mes boîtes, je fais des traits entre les boîtes, et après, la procédure sera automatiquement générée, et les alertes arriveront automatiquement. Donc, point de vigilance, simplicité d'utilisation, et reporting, toujours pareil, comment aujourd'hui je garantis à mes avocats, mais surtout aux assistantes de chaque service, qu'elles vont avoir une vision en permanence sur où on en est sur la procédure, est-ce que je suis en retard, donc un jeu de couleurs où je crois qu'on a dit si je suis à 5 jours de la date limite, là je reçois un mail tous les jours à l'extension de la date limite, si je suis à 10 jours, je reçois un mail en orange qui dit attention, vous approchez de la date limite, et puis si je suis dans les temps, je ne reçois rien pour ne pas saturer ma messagerie. Donc encore une fois, je crois que c'est des points importants, c'est comment je ne surcharge pas trop l'avocat avec des informations qui ne servent à rien, et comment je peux l'alerter au bon moment pour qu'il respecte ses délais. Voilà un petit peu les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, c'est ce que je vous ai dit au début, hein, on est parti sur vraiment, et au début ça s'appelait vraiment agenda social, et on a vu le besoin évoluer, et aujourd'hui on va le déployer à l'ensemble du cabinet. On avait Cicéron sur notre site de Lyon, et donc on a décidé d'arrêter Cicéron pour basculer avec cette solution. Le pilote, donc, on a fini aujourd'hui la phase de test, donc le produit pour nous est validé et conforme à tout ce qu'on attend. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté c'est l'appropriation par les avocats de ces nouveaux outils. Et encore une fois, on prend le parti de démarrer avec de faire tout un accompagnement au changement assez fort sur toutes ces solutions. Donc on va démarrer avec une phase de pilote, 3 services, un service social, un service et 2 services fiscaux qui vont utiliser l'outil pendant 1 mois et demi, faire un retour d'expérience à l'ensemble du cabinet pour montrer les bénéfices de la solution, notamment ce que disait Cyril, aujourd'hui
des enjeux des cabinets avocats, c'est comment je gagne en efficience, comment je gagne en efficacité, comment je produis plus rapidement pour conserver ma marge. Aujourd'hui, c'est pas d'embaucher des gens qui vont gérer nos agendas, c'est avec cet outil, comment je vais avoir une vision assez instantanée de où j'en suis sur mes procédures. Quand on parlait d'outils souples, c'est également une approche SaaS. Alors nous au cabinet, on est très cloud, en discussion avec les amis du fond de chez Dentons, on n'a pas forcément la même vision, mais aujourd'hui moi au cabinet j'ai pris le parti pris de favoriser le cloud et le SaaS. Pourquoi? Parce que je considère qu'au niveau de la DSI, on n'est plus là pour gérer des serveurs, on est là pour apporter de la valeur ajoutée aux avocats et passer avant une équipe d'un certain nombre d'ingénieurs qui passaient leur temps à aller remplacer des serveurs, acheter des disques durs. Aujourd'hui, ça c'est le problème de Diapaz, une fournisseur de service, donc fournir un service qui marche derrière les machines qu'il y a, une fois que j'ai la garantie qu'il y a la sécurité adéquate, la partie machine on s'en affranchit et c'est extrêmement de souplesse. Donc je pense que sur la durée, en termes de coût, c'est nettement plus intéressant d'avoir une approche cloud qu'une approche intégrée. Parce qu'on n'a plus à acheter des machines, on n'a pas à avoir les ressources qui exportent les machines. Effectivement, il y a peut-être un coût mensuel ou annuel qui peut paraître important, mais quand on fait le calcul à la fin, le TCO d'une application, on s'aperçoit que sur les applications cloud, globalement, c'est quand même beaucoup plus intéressant et à mon sens beaucoup plus sécure pour les avocats. Donc voilà un petit peu comment on va utiliser cet outil. Et quand on dit l'ensemble des procédures, on va démarrer essentiellement sur les procédures sociales. Propriété du cabinet, c'est que évidemment c'est les procédures du service. Donc là pareil, on a demandé un niveau de sécurité assez élevé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'un service ait accès aux procédures de l'autre service. Donc encore une fois, la sécurité à la fois externe et interne elle est extrêmement importante chez nous. Et donc on travaille encore avec Diapaz pour ajuster quelques points. Mais je crois que c'est aujourd'hui le principe des projets. Quand on a un projet aujourd'hui qui est fini, il n'est jamais vraiment fini. On fait une première livraison, puis derrière on enchaîne, c'est un petit peu le principe de la méthode agile avec d'autres sprints, d'autres roadmaps, pour apporter de nouvelles fonctionnalités et enrichir le produit. Et là aujourd'hui on en est vraiment où le produit est complètement stable. Phase de pilote, donc pour nous pilote c'est la production. Voilà en termes de mise en œuvre. Quelques chiffres. 15 réunions de pilotage, donc un projet qui a quand même duré un certain temps. 10 itérations. Itération, ça veut dire j'ai une version du produit, on fait les avocats font un retour, Diapaz réagit, nous intègre des modifications, on reteste. Donc c'est vraiment cette méthode agile où j'ai un échange permanent entre les avocats et l'éditeur. 3 mois de test, donc toujours pareil, une phase de test assez longue, et encore une fois, l'intérêt d'avoir les utilisateurs dans les tests, ça permet de tester l'intégralité, c'est-à-dire la couleur elle n'est pas vraiment bonne, la police de caractère n'est pas bonne, donc c'est des choses qui sont moins importantes pour nous, mais qui sont importantes pour l'utilisateur, ce qui fait qu'on a une durée de test assez longue. Un projet qui a duré à peu près une année. Je pense qu'on aurait pu aller plus vite si encore une fois on avait eu un peu plus de disponibilité de nos équipes test. C'est toujours encore une fois la difficulté de pouvoir délivrer nous les tests dans les temps. Aujourd'hui, 100 procédures ont été testées dans les cadres de tests. Donc en fait, ils ont pris des vraies procédures. Ils ont fait travailler, les associés ont pris des collaborateurs et leurs assistants, ils ont dit vous rentrez vos procédures dans l'outil. Donc on est parti sur du test et je crois que c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui faire du test sur une application, sur des données qui vous parlent, c'est toujours compliqué à se projeter. Donc là ils étaient vraiment avec leurs procédures et ils ont vu effectivement l'intérêt qu'ils avaient dans cette solution. L'idée étant que lorsque je crée un dossier dans mon ERP, j'ai un numéro de dossier, je récupère ce numéro de dossier dans mon agenda pour avoir une corrélation évidemment entre mon dossier facturable et les procédures au niveau de l'application. Et puis 22 personnes impliquées, donc vous voyez que c'est assez large, on a pris une partie, quelques avocats en social et en fiscal, mais on a essayé d'avoir une plateforme la plus large possible pour la partie conception de l'outil. Sur la phase pilote, cette fois-ci on va avoir un pilote avec trois services, donc ça va être à peu près une soixantaine, 80 avocats qui vont travailler sur l'outil pour pouvoir vraiment valider le fonctionnement.
crois que le jeu il est là. Il vaut mieux mettre un outil pour dire on a fait un outil. S'il n'y a pas d'usage derrière, besoin derrière, ça ne sert pas à grand chose. Donc on a vraiment voulu travailler avec nos avocats. Et c'est ce qu'on fait maintenant systématiquement. On travaille chaque fois qu'on démarre un projet, on le démarre toujours avec les avocats. Et quand c'est des projets externes, toujours avec des clients. Les clients, on est en feedback client sur ce qu'on développe est un besoin du client ou pas. Donc voilà en quelques mots ce projet de 12 mois co-construit avec Diapaz. J'ai une question, Philippe. Ouais. Les données sont facilement récupérables si jamais tu arrêtes de bosser avec Diapaz? Si j'arrête de bosser avec Diapaz, alors comment on a commencé il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas. Je n'ai pas envisagé ce cas de figure, mais on va le mettre dans son projet. Oui. Non, alors, encore une fois, ça facilite la gestion de la procédure. Mais si on décide d'arrêter de travailler avec Diapaz, la procédure qui aujourd'hui est engagée, l'avocat il la retraitera manuellement, comme il disait, ou dans son Outlook. Donc on n'aura pas à récupérer nos données, parce que nos données ne serviront à rien. On ne pourra pas récupérer les données pour les réintégrer dans notre publication. Donc si vous avez un agenda, vous récupérez l'agenda qui est prévu, vous avez une audience qui est prévue dans 6 mois, est-ce que vous avez cette vision de l'agenda ou bien vous perdez tout? Alors, justement, ce qui est intéressant, c'était qu'on a dit on ne veut pas synchroniser toutes les tâches de l'agenda des procédures dans Outlook. On veut avoir un Outlook qui gère uniquement la réunion ou les audiences des avocats. Mais tout le travail préparatoire qui arrive, qui permet d'arriver jusqu'à des conclusions, on ne voulait pas que ça pollue les agendas des avocats. Donc si demain, effectivement, on décide d'arrêter de travailler avec Diapaz, les Outlook fonctionneront comme ils fonctionnent aujourd'hui et les avocats n'auront plus accès à toutes ces tâches automatisées. Ils retravailleront comme aujourd'hui. Ils referont leurs tâches manuellement, certains feront dans Outlook, d'autres feront dans Excel, d'autres feront sous Word. Mais en tout cas, on n'est pas dans ce cas de figure-là, parce qu'on est dans le cas de figure où, vu le nombre de personnes impliquées, vu les premiers retours qu'on a... Mais est-ce qu'on a, est-ce qu'on a une vision globale de tout ce qu'il y a en termes de procédure sur 1 an ou 2 ans quand on Alors, rentre dans... Oui. En fait, on a, si vous voulez, lorsque vous vous connectez, vous allez avoir la vision, vous, avocat, de toutes vos procédures. La secrétaire, elle a la vision de toutes les procédures du service. L'associé, il a la vision de toutes les procédures de son service. Donc ça, c'est la vision que vous avez. Et après, vous avez une vision sur format, je pense qu'on verra, mais sur format agenda, où vous voyez où vous en êtes de votre procédure, et est-ce que vous êtes en retard ou pas sur les tâches. Mais vous avez une vision très graphique, c'était l'objectif, c'est qu'on a une vision simple et graphique de je me connecte, qu'est-ce que j'ai comme procédure en cours. Plus, évidemment, une alerte par email sur, je crois que c'est tous les lundis où on reçoit une alerte avec toutes vos procédures et l'état d'avancement des procédures. Et la secrétaire, pareil, elle a une synthèse, puisque souvent la secrétaire est très importante dans un cabinet d'avocat, et le lundi matin, elle a sa tâche et elle va voir les avocats en disant n'oublie pas que tu as ça à faire cette semaine, n'oublie pas que tu as ça à faire cette semaine. Mais effectivement, l'objectif est d'avoir une vision synthétique de l'ensemble des procédures en cours, sans polluer Outlook. Et d'avoir dans Outlook vraiment que les rendez-vous, les audiences ou les rendez-vous clients. Ça génère automatiquement des actes? Non. Non. Ou des trames d'actes? Non. Aujourd'hui, ça génère... C'est juste... logiciel. Parce que moi, je travaille avec Gestisoft, ça me génère un projet... Alors, je suis fiscaliste, je fais que du fait 80% de prévention. Ça me génère tous les projets de réponse, la trame, donc elle est déjà prête. Ça crée un événement avec la date à laquelle je dois répondre à proposition de rectification pendant 30 jours. Et je peux créer même une alerte 5 jours avant en disant attention, n'oublie pas. Alors, et ainsi de suite. Et ça génère les actes suivants. Cette partie-là, si vous voulez, nous on l'a écartée, c'est-à-dire que toute la gestion d'actes pour les parties fiscales, c'est traité avec d'autres outils. Oui. Là, ce qui était important pour les gens du social, c'était de dire attention, de recalculer automatiquement toutes les dates en cas lorsqu'il y a un démarrage de procédure, d'avoir toutes les dates qui sont calculées et lorsqu'on change une date, que l'ensemble des dates se recalculent automatiquement. Donc l'enjeu était vraiment là. Après, la production d'actes, elle reste liée à d'autres solutions. Juste pour compléter, dans Diapaz, vous avez aussi un module de génération d'actes. Donc là, on parle de la partie vraiment gestion de procédure, pas le module gestion de procédure qui va automatiser la création des tâches, voire même l'affectation aux personnes concernées, et aussi le suivi des dates. Mais on a aussi le module de gestion, de création d'actes.
qui ne rentre pas dans le scope de notre partenariat avec CMS. Non, mais il existe par ailleurs. On peut le lier. Vous y avez accès depuis votre procédure. Donc, si vous avez... D'accord, en fait, voilà. Secret pas automatique. Non. Mais ça peut... Après, si ça... C'est pareil, hein, si la profession, si c'est quelque chose qui est pertinent pour toute la profession, potentiellement on l'aura dans notre roadmap. Parce que là, le produit qu'on a fait, on ne s'est pas dit c'est bon, on a tout fini, on va arrêter de le faire évoluer. Voilà. On avait réfléchi à ça, jusqu'à Lyon, ils avaient Cicéron et ils faisaient une partie de gestion automatique, notamment tout ce qui était cadre d'assemblée, conversion automatique, etc. avec des modèles. Pour nous, on va l'approcher différemment. Là, c'était vraiment, encore une fois, de garantir le respect de nos délais. Et après, on a d'autres outils qui permettent de gérer automatiquement des bibliothèques de documents. Oui, concrètement, en prenant un exemple concret, un collaborateur sur une audience demande un renvoi, donc il est seul à avoir l'information sur la date. Il introduit la date dans le logiciel et ça... Et ça recalcule, vous allez le voir sur le schéma, et ça recalcule toutes les prochaines échéances. D'accord. Et surtout ça vous alerte de, attention, cette échéance à telle date, tu dois faire tes conclusions à telle date et les envoyer à telle date. Ok. Et l'information, elle est affectée uniquement à la personne qui gère le dossier ou justement l'accessibilité est ouverte à tout le cabinet? Comment vous gérez? Nous, on n'a pas voulu que ça soit ouvert à tout le cabinet. D'accord. Parce qu'on est nombreux et qu'on voulait que ça reste par service. Mais par exemple, si on prend une section qui est un pilote, donc une section qui fait du social chez nous, ils sont à peu près 40 dans la section. Donc un dossier et la propriété d'un avocat. Il est responsable du dossier. Lui, il est responsable de la procédure. En revanche, sur certaines tâches, il va dire c'est tel secrétaire, tel avocat qui est en charge de la tâche. Donc on peut avoir sur une procédure une personne qui est responsable, mais plusieurs acteurs qui vont intervenir. Et de manière assez simple, il va dire sur cette tâche-là, j'affecte telle personne, sur cette tâche-là, j'affecte telle personne. Et l'interaction avec le IBARO, comment avec le RPVA. Le RPVA, oui, comment... Ça pareil, c'est un autre module. Ça fait partie. Et ça par contre, c'est une phase qu'on a demandé. Autant la création d'actes. Le RPVA, ça génère des dates. Du coup, c'est pas intégré. Oui, mais vous les avez pas complètement. Oui, c'est ça. Mais la phase d'après, non, mais justement, la phase d'après, la partie intégration des actes, ça ne nous intéressait pas trop parce qu'on le gère avec d'autres solutions. En revanche, la connexion avec le RPVA. Quand je vous parlais de phase 2 à venir, ça fait partie des sujets sur lesquels ici, ok. Oui, on doit absolument intégrer avec le RPVA. Aujourd'hui, pas encore. En termes de procédure, comment est-ce que vous voulez gérer les procédures d'appel si vous ne gérez pas le RPVA? Alors, on gère le RPVA, mais on n'a pas interfacé avec... Pas encore. Juste par rapport au RPVA. Aujourd'hui, nous, on a notre module RPVA, mais sachez qu'au niveau du CNB, il travaille sur une deuxième version des API pour se à IBARO. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il travaille dessus. On était censé avoir une version de test T4 ou T3 2018. Bon, c'est pas le cas. Mais pour ce genre de projet, il vaut mieux se synchroniser avec le CNB pour être sûr qu'on travaille déjà avec les nouvelles fonctionnalités que de travailler avec des anciennes fonctionnalités qui deviendront obsolètes au bout de 6 mois. C'est compliqué, hein, les échanges avec le CNB, on l'a vu sur le RPVA, c'est extrêmement compliqué. Il y a un truc super simple pour les publicistes, c'est le télérecours. Sauf que vous le faites pas. Et de toute façon, on peut pas. On n'a pas les API pour se connecter. Donc ça dépend pas de nous. Au niveau de télérecours, oui, mais encore une fois, quand on a vu, quand on a un certain nombre de fiscalistes qui utilisent télérecours pour leur consensus, je crois, essentiellement, mais par rapport à un usage fiscal, c'est pas le usage de la centrale sociale, c'est vraiment... C'est très spécifique. Voilà, mais au niveau de l'application, elle va être utilisée plutôt comme garder une vision de qui doit intervenir sur le dossier et à quel moment. Donc avoir une vision globale du dossier. Et si la personne est absente ou si la personne n'est pas là, que quelqu'un puisse travailler et reprendre des tâches. Plutôt que de vraiment... alors il y a des dates à respecter, mais c'est moins crucial que sur la partie sociale. C'est exact.
Merci Philippe. Ouais, je vais juste faire très vite, parce que je sais que vous avez... Alors... Pardon. Donc, ça c'est la page auquel faisait référence tout à l'heure Philippe. Donc c'est la page à laquelle on va y accéder dès qu'on va se connecter sur Diapaz, si on a ce module-là. Donc, moi en tant qu'associé ou assistante ou peu importe, je me connecte, je vais avoir une liste de toutes les procédures dans lesquelles je suis impliqué. Soit parce que j'ai des tâches que je dois faire, soit parce que je suis le responsable de ces procédures. Donc, chaque ligne, c'est une procédure dans un dossier. Donc, devant chaque procédure, vous avez les tâches qui sont en cours, qui sont terminées, avec un code couleur. Donc, le code couleur, il est là. Donc, on différencie bien les tâches qui sont en retard. Bon, ils vont apparaître en rouge et en plus, ils vont apparaître tout en haut. Donc, ce que vous voyez tout en haut, c'est les tâches les plus urgentes à faire. Donc, si vous n'avez pas de rouge tout de suite, c'est que vous êtes bon. Les tâches qui peuvent avoir un risque de retard, ils seront jaunes. Parce que dans le cadre, par exemple, des procédures de déclaration d'appel, comme l'a signalé tout à l'heure, si on rate une date, eh ben, la procédure elle est caduque. Donc, c'est très important. En gros, on n'a pas le droit d'être en retard. Et puis après, pour les autres, on a les tâches bleu foncé qui sont en cours. Sinon, le gris et le bleu clair, c'est pour toutes les tâches qui sont à venir. C'est ce que vous disiez, au niveau de la visibilité, vous avez vraiment la procédure, vous, avocats, qui sont là, et la secrétaire verra tout le service. Exactement. Par rapport aussi à une autre remarque tout à l'heure sur si j'ai la visibilité sur 2 ans, donc là, on affiche 6 mois, mais qui sont glissants. Donc je peux aller jusqu'à 2020, 2040, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez des procédures d'ici 20 ans, il n'y a pas de problème. Donc ça pour à peu près la page qui sera, je pense, le point d'entrée du module. Donc sinon après. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment aussi je peux paramétrer mes procédures. Parce que d'un point de vue légal, il y a des contraintes légales que tous les cabinets doivent respecter. Mais sinon le fonctionnement des cabinets, c'est pas le même. Donc chacun veut s'organiser différemment. Chacun veut potentiellement créer ses tâches différemment. Et comment du coup juste créer ses propres modèles. Donc on a un outil graphique. La création se fait à travers un outil graphique. Donc vous arrivez sur une page vierge comme ça. À gauche, vous avez les outils. Donc le boîtier, c'est les étapes. Les losanges, ça on va en parler tout à l'heure. C'est pour pouvoir, si vous avez envie, de paralléliser certaines étapes. En fait, notre modèle, c'est pas juste un séquenceur d'étapes, mais on peut envisager de voir 3 étapes qui se déroulent en parallèle. On peut avoir aussi des conditions, des choix à faire à un moment de la procédure. Par exemple, dans la déclaration d'appel, si l'intimé s'est constitué après 1 mois de la déclaration. S'il ne s'est pas constitué, j'ai une étape à faire qui est indispensable, qui est de signifier la déclaration d'appel par voie d'huissier. Cette étape-là, elle n'a pas lieu d'être si c'est constitué un avocat. Ça, c'est un exemple de condition. Donc on va créer une procédure type, un modèle de procédure de 0. Donc c'est juste du drag and drop. Voilà. Là j'ai une étape. On va l'appeler étape 1. Voilà. Voilà. Étape 1. Que je vais faire suivre par une autre étape. Donc là, je prends la flèche, je la rattache à l'étape 2. Donc vous voyez, c'est assez facile à faire. Donc il n'y a pas besoin d'être informaticien ou développeur pour construire ces procédures. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces procédures-là ne s'appliquent pas uniquement dans le cadre des procédures judiciaires. Vous pouvez tout à fait concevoir des modèles, par exemple pour le suivi ou la facturation de vos clients, ou pour des appels d'offres typiquement dans le marché public. Si vous avez des étapes à respecter et à faire par vos collaborateurs, vos assistants,
pouvez tout à fait utiliser cet outil pour modéliser vos procédures. Donc on va rajouter 2 étapes qui vont se faire en parallèle, pour illustrer un peu l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. On va rajouter cet élément-là qui va permettre de paralléliser les étapes. Donc je vais dire passerelle parallèle, donc c'est un plus. Je vais rajouter 2 étapes. Je rattache l'étape 2 à la passerelle. Je rattache la passerelle à ces 2 étapes-là. Et voilà. Donc on va l'appeler étape 3. Étape 4. Donc là ce qui va se passer, c'est que une fois que l'étape 1 sera terminée, automatiquement l'étape 2 sera activée. Une fois que la 2 est terminée, automatiquement la 3 et la 4 seront activées en même temps. Et la procédure sera terminée quand l'étape 3 et l'étape 4 soient terminées. On va donner un nom à cette procédure. Hop. On va enregistrer. Donc c'est tout. J'ai enregistré mon modèle. Donc maintenant, je vais créer un dossier. Donc on va créer un dossier pour utiliser cette procédure. Donc je vais créer un dossier rapidement. Test 1. Je choisis n'importe quel domaine, c'est pas un problème. Le client là. Donc là, je suis sur mon dossier. Je vais créer une procédure. Donc l'interface de création de procédure, je vais choisir le modèle. Donc là, on a 3 paramétrés avant cette démo. Puis la dernière, procédure test, qu'on vient de créer il y a 2 minutes. Donc je vais choisir. Je peux dire que ma procédure, elle démarre maintenant. Ou parce que je l'ai saisie avec un retard, je vais donner une date dans le passé. Par exemple, en fait, je l'ai fait démarrer le 19. C'est pas le matin. Le responsable, je vais mettre Sylvie d'Anjou. C'est le compte avec lequel je me suis connecté. Je peux lui donner un nom, par défaut c'est le nom du dossier. Je peux rajouter des coordinateurs. Donc les coordinateurs, c'est quoi? En tant que responsable, je reçois toutes les notifications liées à cette procédure. Je peux rajouter des coordinateurs qui recevront aussi toutes les notifications liées à cette procédure. Ça peut être très utile si je pars en vacances, si je tombe malade. Au moins je sais qu'il y en a quelqu'un que j'ai assigné ici qui va pouvoir prendre le lead sur cette procédure. Je fais suivant, et là je peux paramétrer aussi des délais de retard. À partir de quelle date le système il doit m'avertir, attention là c'est bon, on est dans le rouge. Donc pour certaines étapes je sais qu'il me faut à peu près une journée de travail, donc pas besoin de mettre un délai de retard à 10 jours. Par contre, potentiellement des étapes que je sais d'avance qu'il va me falloir 2 semaines pour les faire. Donc là, s'il m'alerte 5 jours avant, c'est déjà trop tard. Il faut qu'il m'alerte potentiellement 15 jours avant la date de fin. Donc c'est là où je peux aussi paramétrer des délais. Par défaut, on met 5 jours ouvrés. Donc après, libre à chacun de paramétrer les retards différemment. Je peux également attribuer des collaborateurs ou des personnes traitantes à chaque étape. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si je dis l'étape 2, c'est Michel Dupuis qui va la traiter. Je termine l'étape 1, ce qui se passe, c'est que l'étape 2 sera activée et automatiquement une tâche sera créée et sera attribuée à Michel Dupuis. Il sera alerté, voilà, il y a une étape que tu dois traiter pour telle date, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Bien sûr, cette étape est optionnelle, parce que si en amont, vous ne savez pas qui va traiter quoi, vous pouvez ne rien renseigner ici, et le renseigner plus tard. Ou pas d'ailleurs. Donc là, on va enregistrer. Voilà. Donc j'ai ma procédure qui est créée. Donc ici j'ai un espèce de graphe qui me montre un peu le taux de progression dans ma procédure, où j'en suis. Là je suis à 0% parce que j'ai rien encore fait. Au centre, j'ai les étapes qui sont en cours. Donc l'étape 1. Et à droite, j'ai les étapes à venir. Si je veux terminer une étape, donc je clique sur l'étape en question, je clique terminer.
Donc là, je mets la date à laquelle je l'ai fini. Ces dates-là sont très importantes. Si, dans votre procédure, on va calculer des dates, des délais relatifs à l'exécution d'une tâche. Je reprends l'exemple de la déclaration d'appel. La date à laquelle je fais ma déclaration via RPVA, elle va conditionner un délai pour la signification de cette même déclaration par voie d'huissier dans le cas si l'intimé ne s'est pas constitué. Le A- il se calcule par rapport à cette date. Pareil, pour faire appel, j'ai un délai pour faire appel à un jugement. Je ne peux pas le faire 10 ans plus tard. Enfin, après, ou pas, mais peut-être que je me trompe sur cet exemple. Mais voilà, donc cette date-là est très importante. Donc par défaut c'est la date du jour, bien sûr, qu'on peut modifier. Si je clique sur OK, donc là je suis à 25%, j'ai mon étape 2 qui s'est activée, étape 3 et 4 qui sont à venir. Pareil, de la même façon, je clique sur étape 2, je la termine, et là vous allez voir automatiquement l'étape 3 et 4 qui se déclenchent en parallèle. Donc là c'était un exemple assez facile. Par rapport aux conditions, si j'ai rajouté des conditions, quand je termine une étape, j'aurai une question. Par exemple, l'intimé s'est-il constitué? Et je dois répondre, parce que selon si je dis oui ou non, il va y avoir une étape qui va se déclencher ou pas. Chose que j'ai pas citée aussi, c'est que je peux à ce niveau-là modifier la date limite, c'est le délai, ou l'attribuer à quelqu'un, si je veux piloter mon activité. Si vous, dans votre cabinet, vous tenez un plan de charge de vos collaborateurs pour savoir qui peut absorber quoi, c'est très important de bien attribuer les étapes, comme ça vous minimisez un peu en fait le risque de retard. Parce que ça ne sert à rien de donner à un collaborateur qui est déjà sous l'eau de faire des tâches qui sont urgentes. Parce que là, bon, clairement, il va prendre du retard sur d'autres tâches. Alors que si la répartition elle est à peu près équitable entre tous les collaborateurs, je pense qu'il y a un risque moindre d'avoir des retards liés à des tâches. Et un autre truc qui est très important, c'est que quand chacun sait ce qu'il doit faire, donc il sait qu'il est responsable de cette étape, donc il va la faire. Si on met personne, donc du coup c'est la responsabilité de personne, et il n'y en a pas quelqu'un qui va se sentir responsable, qui va faire le travail. Donc ça c'est pour un peu l'aspect philosophique. Voilà, si je reprends un peu la première page que j'ai vue tout à l'heure, je vais voir apparaître voilà, là, mon dossier test 1. Pourquoi il apparaît tout en bas? Parce qu'à l'inverse des autres étapes qui sont des déclarations d'appel qui ont des dates, des délais, cette procédure-là n'a pas de délai. Donc d'un point de vue urgence, d'un point de vue danger, il y a plus de danger sur les étapes de type procédure d'appel que sur la procédure qu'on vient de créer maintenant. Donc tout à l'heure aussi Philippe, ça je peux pas le montrer parce que c'est des emails automatiques qui s'envoient. Juste pour clarifier, vous avez un email hebdomadaire qui récapitule un peu toutes les procédures sur lesquelles vous travaillez ou dans lesquelles vous êtes responsable. Donc c'est un récap de toutes les procédures. Plus, si vous avez des étapes qui sont en retard ou pour lesquelles il y a un énorme risque de retard, vous allez avoir un autre tableau avec un code couleur pour vous alerter sur les éventuels retards. Parce que c'est ça le plus important. Et ça apparaîtra en haut de l'email. Et cet email récapitulatif, il regarde sur un mois. Donc c'est pas juste pour aujourd'hui, parce que potentiellement il va y avoir du risque dans 5 jours. Donc le but c'est que toutes les semaines, vous avez une visibilité par email automatique sur ce qui va se passer le mois d'après. Mais si vous voulez avoir plus de vision, plus de visibilité, vous pouvez vous connecter dans l'outil et regarder toutes les procédures sur lesquelles vous travaillez. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? On peut entrer des dates prévisionnelles.
on peut entrer des dates prévisionnelles, bien sûr. On peut rentrer des dates prévisionnelles. Par exemple ici, je peux mettre, le 30. Donc là j'ai le 30. Et d'ailleurs je vois que le cadre il est devenu rouge parce que 30 c'est demain. Même si ça ne se voit pas trop. Je vais aller sur l'autre suivi de procédure. Voilà. Par conséquent, ma procédure qui était tout en bas, elle est montée en haut. Parce qu'ici, j'ai une date limite qui est devant. Elle n'est pas en rouge? C'est pas encore retard. Là, le code couleur, rouge, c'est retard. C'est urgentissime. Voilà, rouge, c'est retard. Dans le cadre de déclaration d'appel, il ne faut pas qu'il y ait du rouge. Parce que le rouge, ça veut dire que c'est... Rouge, c'est le sang. C'est trop tard. Rouge, c'est trop tard, voilà. Rouge, Ça c'est... ne sert à rien si on constate les dégâts. Mais c'est pour ça que là, c'est l'orange. Mais il faut bien le voir. C'est la couleur de la RCP. Mais c'est un tout paramétré. Déclaration de sinistre. Le paramétrage de quoi? Des procédures? De procédure. Non. Non, ça va être très fort. Non, non. Ça pas l'air. Procédure, juste attention. Procédure, vous le paramétrez une fois. Après cette procédure-là, je vais la vous qui les paramétrez pour Si, on peut. Mais on peut le paramétrer pour vous. Procédure d'appel, procédure... On peut paramétrer pour vous. Ça m'a l'air extrêmement compliqué. Moi, je serais tout capable de faire Mais tout ça, on peut paramétrer pour vous, il n'y a aucun problème. J'ai pas le même système, mais il est plus Ah ouais, ça celui paraît qui est pas chez moi, le mien est plus compliqué, mais c'est très facile à faire. Mais on peut paramétrer pour vous. Si c'est ça votre crainte, nous on a des équipes qui paramètrent déjà les modèles documents Word, PDF, email pour nos clients, qui paramètrent les procédures pour le client. Je vais vous embêter, mais quelle différence ça fait si je mets sur mon agenda Google ou sur l'écrit papier. je mets attention date limite de machin. Alors, la différence c'est quoi? C'est que si je dis la deuxième étape, parce que là je vais passer assez rapidement, je dis la deuxième étape, elle a une date limite qui est à moi à partir de la fin de la première étape. Ça, dans mon modèle... Ça, de manière, il faut le rentrer. Dès qu'on a l'information, il faut la rentrer. Non, on le rentre que dans le modèle. En fait, on le rentre que dans le modèle. Et puis après, ce qui se passe, quand je termine une étape, le système va calculer par rapport à mon modèle où je lui ai dit, attention, la prochaine date limite, c'est à moi plus la date de fin. Il va le calculer. Excusez-moi, je fais une déclaration d'appel, Ouais. c'est que je fais mes conclusions dans 3 mois, je mets la date de 3 mois, je mets la date mes conclusions, je mets sur mon agenda, qu'est-ce que ça apporte à Vous êtes obligé de mettre 3 mois, vous êtes obligé de mettre le 1 mois pour la constitution de l'intimé, tout ça à partir de la... Et puis après vous avez un délai, les délais pour les appels incidents, l'adversaire il a que 2 mois. Je dois tous les intégrer de manière assez automatique, je suis obligé de... Non, mais c'est automatique. Alors, Je pense qu'il y a une chose que vous n'avez pas forcément Un compris, seul paramètre. c'est quand vous avez construit un modèle, il peut être utilisé des centaines de fois. Oui, ça on a compris, mais il faut déjà le créer, le modèle, et qu'il soit parfait, et qu'il soit... Vous le créez une fois, vous demandez, vous nous demandez de le créer. Et ensuite vous l'utilisez une centaine de fois. D'accord, mais je vous avais pas... Il y a pas plus. par exemple, la constitution. Là, vous n'avez pas de... On va refaire un exemple avec la déclaration d'appel un peu simpliste qu'on a. Là, ce qu'on a mis, date limite, c'est à moi à partir de la déclaration d'appel. Je dois faire la constitution, enfin vérifier si l'intimé s'est constitué ou pas. S'il ne s'est pas constitué, ça va déclencher la signification. Et aussi pareil, l'étape de signification, je sais pas, enfin de tête, je sais plus si c'est 15 jours ou 1 mois. À partir de la notification du greffe comme quoi l'intimé ne s'est pas constitué, j'ai que 15 jours ou 1 mois pour le faire. Sinon la déclaration est caduque. C'est encore un autre délai à respecter. Ça c'est paramétré. Si je vais sur un dossier, on va créer un dossier pour déclaration d'appel. DA. On va faire n'importe quoi. Voilà. Je vais créer ma déclaration d'appel. On va choisir déclaration d'appel. Donc là, j'ai pas paramétré le modèle de déclaration d'appel. Hein. J'ai utilisé ce qui existe déjà. Donc je suis pas obligé à chaque fois de reparamétrer quoi que ce soit. Je clique sur suivant, enregistrer. Donc là, j'ai mes déclarations d'appel qui est faite. C'est un modèle simpliste. Hein. Donc dans une vraie déclaration d'appel, il n'y a pas que 4 étapes, il va en avoir potentiellement 15, surtout avec les appels incidents où il va y avoir des allers-retours entre vous et votre adversaire. Ça peut aller 12 allers-retours en moyenne. Donc ici, c'est ça qui est important. Là, je vais dire à quelle date j'ai fait ma déclaration d'appel par voie électronique. D'accord? On va le faire
le 12 décembre. On va faire que des choses dans le passé. D'accord? Donc j'ai fait ma déclaration d'appel. Automatiquement, constitution de l'intimé, j'ai une date limite, 12 janvier. Là, j'ai rien saisi. Je n'ai pas saisi le 12 janvier. D'accord? Je vais terminer cette étape. Donc l'intimé s'était constitué. On va répondre non, il ne s'est pas constitué. Donc quand est-ce que j'ai reçu la notification du greffe? On va dire le 12 janvier. 12 janvier, automatiquement, signification de déclaration d'appel, 12 février. C'est à moi, à partir de la notification du greffe. Là, c'est à moi. Ça dépend combien de jours j'ai. Ouais, Donc là, c'est automatiquement, j'ai mon... mon... cabinet comme moi, ça t'intéresse. Et après, il y a peut-être un autre intérêt pour vous, parce qu'on peut synchroniser avec Outlook. Et que ça crée automatiquement vos rendez-vous, vos tâches. Ah oui, je le fais déjà. Là. Ah bon. Après, il y a des cabinets qui peuvent voir des intérêts, peut-être pour Ouais, vous. ça, c'est pour les petits. Une petite question plus pratique. Ça coûte combien, s'il vous plaît? Alors, En plus, oui. oui, parce qu'il n'y a rien qui est gratuit, bien sûr. Oui. Pour ça, je vous, si vous voulez, on peut voir après. Et je vous, non, je vous renvoie vers les équipes commerciales. Je ne suis pas commercial. Je vous renvoie vers nos équipes commerciales. Et alors, par rapport au prix, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs façons. Là, il n'y a que le module gestion de procédure, d'accord? C'est ce qu'a pris CMS Francis Lefebvre, et qui nécessite aussi un pont avec leur ERP pour avoir les dossiers qui remontent automatiquement dans Diapass, pour ne pas faire de la double saisie. En revanche, cet outil-là, il est intégré aussi à notre ERP qui est Diapass, parce que là, c'est Diapass. L'ERP, c'est votre système d'information. Logiciel de gestion. Voilà, c'est le logiciel de gestion pour gérer un peu votre facturation. Donc il est intégré. Donc le prix va être différent si vous prenez que le module, avec quel pont, enfin comment l'intégrer avec votre logiciel. Si vous prenez le logiciel chez nous avec cette option, donc ça dépend de votre projet. Petite question. C'est un ERP, donc ça crée de la facturation. Ouais. Donc ça fait partie du périmètre des comptabilités informatisées. Qu'est-ce qui se passe en matière de contrôle fiscal? En matière de contrôle fiscal, ils ont accès à tout l'historique, si c'est ça votre question. Donc ils peuvent remonter tout l'historique de ce qui a été fait comme facture, ce qui a été modifié, ce qui a été supprimé. On peut modifier les factures? Non, tant qu'elles n'ont pas de numéro, on peut, c'est des brouillards. D'accord. Voilà. Mais après, pour les règlements, ils peuvent saisir un règlement. Ils peuvent après. Et alors, comme c'est sur le cloud, c'est vous qui donnez l'information? Alors, pas forcément, parce que vous avez accès au logiciel. Oui, mais nous, ce qu'on donne comme information, c'est une information, j'allais dire lapin. Eux, ce qui les intéresse, c'est vos bases de données. C'est ça ce qui les intéresse. Ils veulent travailler les bases de données. Ça, j'ai jamais eu ce cas de figure, un contrôle fiscal qui a besoin d'accéder directement à la base de données. Si, L47A2 du livre des procédures fiscales, je vous assure que ça existe. D'accord. Non, ça, je vous fais confiance. Hein, je vous fais confiance. Mais ça, si la loi nous oblige et qu'on a votre autorisation. C'est moi qui l'oblige. Voilà. Nous, je sais qu'on a une procédure interne. Si quelqu'un demande vos données, même si c'est un jugement du tribunal, hein, on ne donne rien, on va se retourner voir notre client, et c'est lui ou vers le barreau de Paris, pour savoir ça dans le cas de litige. Hein, mais dans un cas de litige pour accéder à vos données, nous, on ne donne rien. Sans votre accord, voilà. Et après, lorsqu'on a rompu le contrat, nous, on a imaginez qu'on ne travaille plus avec vous, pour X raisons. On a un contrôle fiscal, on a une obligation de délivrer ce type d'information pendant 3 ans. Ça fait plus de 3 ans que j'ai rompu. Moins de 3 ans. Du moment que vous rompez avec nous, on vous donne votre base de données. Vous avez votre base de données. Oui, mais je l'aurai en format... comme ça, je l'aurai pas en format .dbf. Si, vous l'aurez en format SQL. D'accord. D'accord. Ça, vous inquiétez pas. Non, vous n'aurez pas ce format-là, vous avez un format exploitable informatiquement par d'autres logiciels. D'accord. Parce que sinon, ça n'a pas trop... Enfin, pour vous, ça n'a pas trop d'intérêt, si on ne vous donne pas la base de données informatique. Quand vous faites des changements de base, des améliorations sur votre logiciel, vous sauvegardez nos bases d'avant? Vos bases sont sauvegardées sur un mois glissant. Avec toutes les 6 heures, on fait une sauvegarde.
déjà. D'accord, oui, mais pour un mois glissant, donc vous avez fait une modification, je crois, l'année dernière au mois de novembre, qui est importante, on repart sur un nouveau système. Je suis vérifié, on va me demander les informations d'avant le mois de novembre et comment ça fonctionne. Les informations d'avant novembre, on ne va pas y toucher. On va pas supprimer des données d'avant novembre. Et sachez juste quelque chose aussi. Il y a l'historique de modification. Bon, là, je vais juste créer. Mais sur chaque objet, vous cliquez sur cette horloge, vous allez voir qui a fait quoi, quand, qu'est-ce qu'il a modifié. Et ça, par contre, peu importe la mise à jour, ça reste. Ça, sur tous vos dossiers clients, factures, ce que vous voulez, il y a toujours la date de création. Ça, il n'y a personne qui peut la modifier. Qui a modifié quel champ pour mettre quelle valeur, quelle donnée. Ça, c'est tracé et ça ne bouge pas. Donc on peut, si votre question est pour un client, pour une fiche client, pour un fiche dossier, je veux revoir l'état il y a 2 ans, je peux remonter 2 ans de modification et voir qu'est-ce que j'avais avant. Et ça, on rencontre ce cas assez fréquemment parce qu'on a des clients qui nous appellent, mais je comprends pas, là j'ai plus l'adresse ou je sais pas. On regarde l'historique de modification, on leur demande de cliquer, et là, ah oui, il y a telle personne qui a modifié l'adresse. Donc là, ils vont questionner cette personne-là, pourquoi tu as modifié. Des fois c'est légitime, hein. C'est juste le client il a changé d'adresse, donc c'est normal. Des fois c'est juste une erreur humaine. Mais on voit d'anciennes valeurs, donc on n'a même pas besoin d'aller éplucher des archives pour savoir quelle information je dois remettre. Dans l'historique de modification, je sais que c'était un rue Royale. Donc juste, je le remets et c'est bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai répondu à votre question ou De toute façon, c'est contractuel. Tout à fait. Donc c'est pas intégré dans le diapasse 365 par rapport au prix? Oui. Enfin la prestation, comment c'est une option. On la cherche. C'est une option dans diapasse. C'est une option dans diapasse. Il faut aller sur votre site pour voir comment. Elle n'est pas encore sur notre site parce que c'est un produit qui est tout nouveau. C'est un produit qu'on a fait en partenariat donc avec CMS, comme l'a signalé Philippe. Et la phase de production déjà avec le cabinet CMS qui est le cabinet pilote, elle démarre là. Donc c'est vraiment très récent comme produit. Vous ne l'avez pas sur votre plaquette aujourd'hui, mais certainement vous l'aurez dans un futur très proche dans les plaquettes. Mais de toute façon, si vous voulez avoir plus d'informations, on peut voir après. Soit je récupère vos coordonnées, on vous rappelle, ou je vous donne carte visite pour nous rappeler. Donc, des questions? Merci beaucoup. Merci.